donc je suis ravi de vous présenter Karine Clément. Karine est professeure de nutrition à la Pitié-Salpêtrière. Toute sa carrière jusqu'à présent a été dans la nutrition. Elle a commencé essentiellement sur le diabète, sur la génétique du diabète, et puis elle s'est progressivement spécialisée ou intéressée à tous les problèmes concernant l'obésité, disons l'ambiance endocrinienne de la survenue de l'obésité. Et puis ces dernières années, elle a vu la lumière, elle s'intéressait aux microbes. Et elle a été un peu la cheville ouvrière de l'aspect clinique d'un certain nombre des grandes études qui ont été publiées ces dernières années, en particulier avec le groupe de l'INRA dont on a parlé plusieurs fois. Pilotant des études multisites, y compris au niveau européen avec ces microbèses, qui étaient métacardie. Microbes et métacardie. Oui, bon, d'accord. Bon, moi, je me perds dans les acronymes, en particulier de l'Union européenne, c'est un cauchemar. Bon, bref, elle vous le dira beaucoup mieux que moi. Et donc, elle a vraiment contribué de façon considérable à créer vraiment cette interface, je dirais, vraiment clinique, même si elle est aussi une fondamentaliste. Donc, elle dirige un groupe de recherche qui est un groupe mixte, une UMR scientifique, INSERM et université, Sorbonne, et voilà, donc sa liste de publications, de reconnaissance, je vous en fais grâce, hein, elle est disponible si vous voulez, et je préfère la laisser parler. Merci d'être venu. Merci Philippe, merci. Bonjour, bonsoir plutôt. Merci Philippe pour cette invitation, c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc, comme vous l'a dit Philippe, donc, je suis clinicienne et je vais essayer de vous faire part de réflexions dans le domaine. Je vais prendre un exemple d'une maladie, je dis vraiment maladie dont on parle beaucoup, l'obésité, mais je pense que pas mal des concepts que je vais vous proposer sont transposables, que ce soit dans le diabète de type 2 ou ce qu'on appelle les maladies non communicantes. Alors, je vais revenir sur ce terme. Alors, est-ce que... Ah non, je vais devoir passer comme ça, oui. Donc, là, on va discuter des maladies du cœur et du métabolisme, donc on appelle cardiométabolisme. Et en fait, ce qui a été évoqué maintenant depuis plusieurs années, c'est que ces maladies sont très, très liées entre elles. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui cherchent à comprendre l'interaction entre l'obésité, le diabète, les maladies hépatiques. Et puis, voilà, l'organisation, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait régulièrement des rapports sur ces maladies dites non communicantes. Je reviendrai à la fin sur ce terme parce qu'en fait, avec le développement de la problématique du microbiote, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur cette dimension maladie non communicante, ou en anglais c'est non-communicable disease. Et donc, parce que ça a été fait finalement quelque part en opposition ou en différence avec les maladies infectieuses. Alors, il y a un trio de tête dans les causes de mortalité dans le monde, qui sont bien sûr les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies pulmonaires, et le diabète de type 2 arrive pas loin. Et ce qui est assez intéressant aussi dans les concepts, c'est le fait que l'obésité est considérée comme un principal contributeur, et puis en petite ambiguïté, parce qu'en fait, on dit toujours que c'est un facteur de risque de développement des maladies du cœur et du métabolisme. Or, l'OMS, il y a plus de 10 ans déjà, avait bien dit que c'était une vraie maladie. Et je vais essayer de vous convaincre que c'est une pathologie et que ce n'est pas seulement un facteur de risque du développement des maladies cardiométaboliques. Et en fait, dans cette pathologie donc, qui est vue comme finalement un état parfois, on voit des personnes obèses, des personnes non obèses. En fait, c'est important de la considérer comme une maladie parce que les réflexions, y compris sur le développement des nouveaux traitements, finalement doivent tenir compte en fait de la progression de cette pathologie. Bon, je ne reviendrai pas trop sur les chiffres, hein, il y en a toujours plein, mais ce que vous voyez là, c'est que en fait, vous voyez la progression depuis les années 80 des maladies dans le monde, hein, et en particulier de l'obésité. Et il y a un point juste que je voulais mentionner, sans rentrer dans les chiffres, c'est que les formes les plus sévères aussi progressent dans le monde. Et c'est vrai, bien sûr, dans les pays dits riches ou développés, mais il y a une progression considérable dans les pays en voie de développement où on s'aperçoit vraiment d'un switch, en particulier nutritionnel. En d'autres termes, les personnes passent d'un état souvent de dénutrition
à un état de surnutrition et développent extrêmement rapidement une obésité, souvent de l'abdomen, là aussi j'y reviendrai, et aussi des complications métaboliques. Alors en fait, je vous ai parlé de maladies, et j'aimerais même aller plus loin, c'est que pour un certain nombre de chercheurs qui sont spécialistes de l'obésité, on parle des obésités, et finalement c'est maintenant vu comme une pathologie d'organes et aussi une maladie des systèmes. Alors je voudrais vous expliquer cela. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on prend du poids? Bon, par définition, on augmente sa masse grasse. Et en fait, l'obésité, c'est une maladie liée à l'augmentation de la masse grasse ayant des conséquences pour la santé. Et depuis plus de 20 ans maintenant, on sait que le tissu adipeux n'est pas qu'un sac qui se remplit de gras, mais c'est un organe endocrine qui communique avec les autres organes ou tissus de l'organisme. Alors effectivement, quand on prend du poids, on augmente la taille du tissu adipeux, les cellules adipeuses qui stockent les triglycérides deviennent importantes, augmentent leur taille, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Ça va perturber les sécrétions endocrines, il va y avoir des changements immuno-inflammatoires, et ça c'est important de garder ça en tête à la lumière de ce dont je vais vous parler pour le microbiote. Il y a des modifications des vaisseaux, des problèmes de dysfonction d'organismes et même de la matrice extracellulaire. On a l'habitude de parler du foie en disant qu'il peut y avoir de la fibrose qui s'installe dans le foie. La fibrose fait le lit de la cirrhose, voire du cancer du foie. Et en fait, dans le tissu adipeux, il y a des changements également d'ordre fibrotique. Et donc, ce tissu adipeux va fabriquer un certain nombre de molécules qui vont finalement interagir avec plein d'organes de l'organisme. Finalement, le tissu adipeux parle avec le cerveau, parle avec le foie, le muscle, au travers de ces différents signaux. Et au cours du développement de l'obésité, ces signaux vont être perturbés. Et donc, l'autre point, c'est que ça, on sait ça depuis les années 70, où les gens ont regardé la part de la contribution génétique et environnementale dans l'augmentation du poids. On sait qu'il y a des facteurs génétiques et épigénétiques. Et puis, vous allez me dire, mais au fond, il manque quelque chose d'important là dans votre schéma, qui est le tractus digestif. Alors, effectivement, le tractus digestif, quand on fait du métabolisme, on se dit, bah oui, il y a le pancréas. Le pancréas contribue au diabète de type 2. Mais il manque encore un organe important qui est bien évidemment l'intestin. Et ce qui est quand même un paradoxe, Philippe disait, vous avez vu la lumière? Ben oui, on a vu la lumière intestinale. Parce qu'en fait, j'étais formée comme une endocrinologue nutritionniste, on a complètement négligé l'intestin. Et je pense que c'est lié à notre formation aussi d'études du métabolisme, où finalement, bon, voilà, on disait c'est en interaction avec l'environnement, bon, on mange, on consomme des aliments, et puis c'est un tube, et puis il se passe des choses, et puis il y a des nutriments qui vont aller effectivement affecter les organes. Et en fait, cet organe a été complètement négligé pendant des années, et en son sein, d'autant plus, le microbiote intestinal. Alors, effectivement, si on va un peu plus loin sur je reviens donc au développement de l'obésité, et c'est là où j'insiste parce que vous verrez que c'est important pour la fin du topo, c'est qu'effectivement les personnes obèses vont à un moment donné de leur vie augmenter leur masse grasse. Ça va changer profondément la nature du tissu graisseux qui, comme je vous l'ai dit, va devenir de grande taille, va devenir inflammatoire, fibrotique. Et ça modifie encore une fois profondément les fonctions biologiques avec les changements de ces signaux, les modifications des lipides qui vont aller altérer d'autres organes et l'inflammation bas grade. Et ce qui est beaucoup discuté aujourd'hui, c'est que finalement, ces changements à la fois d'histologie et de fonction du tissu adipeux vont contribuer au développement des pathologies du cœur et du métabolisme, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Simplement pour illustrer ça, je vous montre un tissu adipeux. Mon équipe a fait ça pendant des années. Vous voyez qu'on voit ici les cellules rondes des petits adipocytes. Ils augmentent de taille lors du développement de l'obésité. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est un adipocyte avec des cellules immunes extrêmement caractéristiques du tissu adipeux des personnes obèses. Je vous ai parlé de la fibrose. Il y a également un développement d'une fibrose, vous voyez, autour des adipocytes, mais de façon plus large, on ne voit pas ici, mais autour des lobules. Il y a aussi des altérations vasculaires. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille sur des phénomènes de sénescence précoce, en fait, dans le tissu graisseux, qui pourraient contribuer également aux pathologies cardiovasculaires. Donc, finalement, on est en face d'une pathologie ou plusieurs types de pathologies. Encore une fois, on peut dire la même chose pour le diabète de type 2. Des personnes avec des caractéristiques phénotypiques différentes qui vivent dans des conditions environnementales différentes avec leur susceptibilité génétique qui leur est propre.
On a l'habitude de définir l'obésité par l'index de masse corporelle. Bon, on le sait tous, hein, c'est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Et on dit qu'on a d'obésité quand on a un index de masse corporelle supérieur à 30. Et nous pensons que c'est le plus mauvais index qui soit pour caractériser l'obésité, puisque, en fait, ce qui est important, c'est le type de distribution des graisses. Vous voyez, cette dame, donc avec une distribution abdominale des graisses, elle a un risque plus élevé de développer du diabète et la maladie métabolique. Or, alors que la distribution du tissu adipeux dans la partie inférieure du corps est plutôt protectrice. Donc, on a des changements tissulaires, des changements signaux, je vous l'ai dit, et aussi des gens qui vont répondre différemment à ces traitements. Donc, première question. Je pense que vous avez évoqué la question des marqueurs. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, l'étude de microbiote intestinal dans ce contexte pourrait aider dans la stratification des patients, c'est-à-dire dans la définition de sous-types liés à l'obésité, pourrait aider à comprendre certains aspects qu'on ne comprend pas de la physiopathologie de l'obésité. Et peut-être, on est très très démunis dans la prise en charge des malades, et peut-être qu'on pourrait avoir de l'innovation thérapeutique dans ce domaine. Alors en effet, on a besoin de nouveaux traitements, mais en considérant le cycle naturel de progression en fait, des maladies liées à la nutrition. Encore une fois, on peut prendre obésité et diabète de type 2, d'un stade préclinique. Vous savez tous, c'est très médiatisé, la problématique de perte de poids, de prise de poids, de perte de poids, ce fameux phénomène yo-yo. Et finalement, à un moment donné, l'obésité installée, chronicisée. Quand je vois des patients qui ont des problèmes de poids, ce qui la caractérise presque tous, c'est quand on essaie d'intervenir, ces personnes résistent à l'amaigrissement. Et si on raisonne simplement sur le bilan d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on mange et ce qu'on dépense, il y a une résistance à la perte de poids, une facilité accrue à la reprise. Donc on est en face de différents patients, différentes trajectoires cliniques et une résistance à la perte de poids avec le temps. Première chose, je vous ai parlé de l'importance de la génétique. Donc si on reprend l'historique, comme dans toutes les pathologies chroniques, finalement, au départ du séquençage en fait, du génome, on s'est dit, ben voilà, on va rentrer dans cette complexité en étudiant les gènes, cette fois-ci les gènes, nos gènes, c'est-à-dire nos 22 ou 23 000 gènes, pour essayer de trouver des variants génétiques qui pourraient expliquer et tenter de comprendre en fait cette complexité. Et finalement, encore une fois, comme dans d'autres pathologies, un des grands succès de ces approches génétiques, ça a été d'identifier des formes extrêmement rares, extrêmement sévères, de développement de l'obésité. Mais comme je viens de le dire, c'est très rare. Donc, vous voyez un exemple, ça c'est un enfant qui a 4 ans. Et donc, vous voyez les pertes de poids considérables dès les premiers jours de vie. Et donc, on a fêté il y a quelques années, enfin c'était en 1994, mais la découverte de la leptine, donc, et notamment de cette voie, la leptine qui agit en fait dans le cerveau pour le contrôle de la prise alimentaire. Et en fait, on identifie maintenant en fait, on a identifié des formes rares associées à ces modifications de la voie leptine et ce qu'on appelle la voie des mélanocortines. Et aujourd'hui, après 20 ans, on est capable maintenant de traiter ces patients qui ont des déficits très spécifiques de cette voie, notamment du récepteur de la leptine et des cibles de récepteurs dans le cerveau. Et en fait, ces voies sont clés dans le contrôle de la prise alimentaire. Quand cette voie ici, la voie POMC, MC4R est activée, ça contribue à baisser la prise alimentaire. Et il y a des patients qui n'ont pas ce signal, n'ont pas cette voie fonctionnelle, et donc ils développent des obésités très tôt dans la vie. Mais comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement rare. Et donc, ça ne concerne pas, finalement, nos maladies des sociétés, qui sont, finalement, des pathologies d'une adaptation dans un contexte de perturbation de notre environnement. Et donc, qui vont nécessairement agir, en fait, sur le bilan d'énergie. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'effectivement, il y a des racines qui peuvent être identifiées dans des gènes, des protéines, des métabolites sensibles à ces variations nutritionnelles, à la prise de poids. Et effectivement, il y a eu un nouveau focus sur le microbiote intestinal et l'interaction avec l'hôte et avec le métabolisme énergétique. Une des raisons aussi de cet engouement, c'est que, enfin de mon point de vue, c'est qu'on a appris, de par l'étude de notre génome, qu'en fait, encore une fois, dans toutes ces pathologies chroniques, on est capable d'identifier un grand nombre de polymorphismes génétiques qui donnent un risque plus élevé
de développer une obésité, un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, mais on parle d'héritabilité manquante parce que ça ne suffit pas à expliquer en fait le développement considérable en fait de ces formes de maladies chroniques. Donc en fait, on est en place d'un système dans lequel, je vous ai dit, on a affaire à des patients de différentes caractéristiques, et puis on a un certain nombre d'outils génomiques, de génomique fonctionnelle, de lipidomique, d'approche au débit des produits en fait de ces gènes, les métabolites, et puis bien sûr l'étude du métagénome. Alors donc pour résumer ça, alors vous voyez rien, c'est normal. Ça c'est assez intéressant parce que c'est pour vous convaincre que l'obésité est une maladie complexe. Et en fait, ça a été fait par un consortium européen il y a 15 ans. Et l'idée de ce travail était de mettre en relation tout ce qui avait été identifié dans le domaine de l'obésité et de mettre en place les liens. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des facteurs, non mais vous voyez un petit peu, c'est qu'il y a des facteurs environnementaux, donc associés à la production de l'alimentation, à la consommation, à l'activité physique, et puis des facteurs biologiques. Et en fait, ces chercheurs aujourd'hui devraient refaire ces cartes parce qu'il faudrait remettre le métagénome et le microbiote en fait, dans cette carte extrêmement complexe. Alors en fait, si vous allez sur ce site, vous pouvez cliquer en fait, sur une des parties et vous allez voir les routes et les associations, les relations en fait, entre ces différentes parties. C'est assez étonnant. Donc, en d'autres termes, on est en place finalement d'une maladie liée au changement de la société, avec tous ces facteurs, d'ailleurs environnementaux, ces facteurs de risque, et je mets les polluants dans le sac, bien sûr les changements alimentaires, les changements de l'activité physique, mais probablement d'autres choses qu'on n'appréhende pas et dont les dimensions ne sont pas complètement claires. On est en place de pathologie d'organes, de susceptibilité génétique. Et effectivement, avec les développements des travaux sur le microbiote intestinal, on peut se dire qu'au fond, le microbiote pourrait être une sorte de lien manquant entre ces changements environnementaux et ces maladies d'organes. Ben oui, puisque vous l'avez vu, je pense bien sûr au cours de ces conférences, c'est que le microbiote a un rôle extrêmement important sur tout d'abord l'utilisation bien sûr des aliments, et là j'y reviendrai, sur la production de ces métabolites justement à partir des aliments, sur la maturation de l'intestin, sur l'utilisation aussi de composés toxiques, aussi sur l'utilisation des médicaments, et Philippe a dû vous dire l'importance aussi pour le développement du système immunitaire. Les synthèses de vitamines sont un point absolument essentiel aussi dans les fonctions du microbiote intestinal. Alors, quelle a été, si je reprends l'exemple, la lumière, finalement, c'est venu. Alors, c'était plus que la lumière, hein, c'était une petite révolution hein, pour nous qui travaillions dans le métabolisme, et c'est venu des expériences de transfert dans les modèles animaux. Et en effet, ça a plus de 10 ans maintenant, mais des collègues américains en fait, ont travaillé à partir de ces souris sans germes et ont montré plusieurs choses. Quand on a des souris qui ont leur microbiote intestinal, donc dites conventionnelles, vous les mettez sous régime gras, eh bien, elles vont développer ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des changements de tissu adipeux, de l'inflammation, des changements de la perméabilité intestinale, le foie gras, et la résistance à l'insuline. Et puis donc, ce qui est fait, c'est qu'on prend les selles de ces souris, on les transfère dans des souris sans germes, et puis on va regarder ce qu'elles deviennent. Et bien en fait, on transfère une partie, ça c'est pour moi très important, on transfère une partie de ces altérations. En tout cas, les souris qui ont reçu du microbiote d'animaux obèses vont développer une partie de ces altérations métaboliques, c'est-à-dire l'acéatose, l'inflammation du tissu adipeux et la résistance à l'insuline. Donc, alors quand je disais une petite révolution, c'était un peu plus que ça, c'est que finalement, oui, il semble que le phénotype d'obésité est aussi associé à ces maladies métaboliques pourrait être transféré par le microbiote intestinal. Alors un exemple, je vous ai parlé des déficits en leptine. Un des premiers travaux qui a été fait par Jeff Gordon aux États-Unis, ça a été de prendre ces fameuses souris OBOB. Elles sont comme les humains que je vous ai montré tout à l'heure, pas de leptine, donc développement d'une obésité très très sévère très très tôt. Et puis on regarde ce qu'elles deviennent. Tout d'abord, on regarde leur microbiote.
des changements, des grands phyla du microbiote, des changements aussi des fonctions, notamment dans des gènes qui digèrent les polysaccharides, des modifications des archées, et puis des modifications aussi des acides gras à chaîne courte, qui sont des produits issus de la fermentation et qui sont très importants, effectivement, issus du microbiote. Donc, augmentation d'une activité de fermentation. Et donc, ce qui a été effectivement montré, c'est que quand on prend finalement les selles, un microbiote de ces souris, et on les transfère chez des souris sans germes, il va y avoir une transmission du phénotype. Mais là, j'insiste, et d'ailleurs, il y a une revue en fait, dans Cell qui est sortie il y a une semaine, c'est qu'on a l'habitude de dire dans le langage courant que oui, on transfère l'obésité par ces manips de transfert de microbiote. En fait, on transfère une partie du phénotype, on transfère une partie de la susceptibilité à l'obésité due au régime gras. Et quand on regarde bien, il faut faire attention, c'est un petit abus de langage, on ne transfère pas un phénotype complet. Et donc là, si on vient sur les enjeux de la causalité, on a des enjeux qui sont importants, qui sont quel type de modèle faut-il pour regarder justement ce transfert en fait, de microbiote. On a parlé des souris sans germes, qui sont bien utiles pour regarder cela. On peut inoculer aussi du microbiote chez des souris dites normales. Alors, il y a eu beaucoup de travaux en fait, dans ce domaine. Et puis, on peut, chez des souris matures ou bien juste après le sevrage, en fait, dépléter leur microbiote. Par exemple, quand vous faites une coloscopie, on vous donne du PEG pour laver l'intestin. On fait ça chez les souris et on leur donne aussi des antibiotiques. Donc, on nettoie le microbiote et on va regarder ce transfert. Et en fait, il y a un certain nombre d'enjeux sur notamment ces souris sans germes. Je ne vais pas vous montrer des données, mais on a refait en fait ces expériences et notamment ce qu'on a regardé, c'est l'implantation du microbiote, la cinétique d'implantation du microbiote chez des souris sans germes, qui est en fait assez différente de la cinétique d'implantation d'animaux auxquels vous avez effectivement déplété le microbiote. Donc pour moi, il y a quand même des enjeux dans les modèles en fait, d'études du transfert, et ça c'est bien regardé dans la littérature sur les conditions expérimentales dans lesquelles on a besoin de modèles, et en particulier, il y a beaucoup de discussions sur approcher cette causalité lors des transferts. Et c'est d'autant plus important que les animaux à qui on transfère ce microbiote sont dans des conditions différentes et notamment nutritionnelles. Ça, c'est une étude très célèbre où finalement, ce qu'on vous montre là, c'est la diversité du microbiote, sa richesse, chez un animal qui est nourri avec une alimentation à base de plantes. Et puis ici, on a changé et on a donné effectivement un régime avec plus de carnet, de viande. Vous voyez que ça change très rapidement et on peut comme ça moduler le microbiote par les changements alimentaires. Et c'est d'autant plus important que ça va influencer la transmission du phénotype donc même de l'homme à la souris. Alors je vous cite cette expérience très célèbre, encore une fois par des groupes américains. Ce sont des transferts d'humains à souris. Alors vous voyez qu'on prend le microbiote, ce sont des jumeaux, et on prend le microbiote d'un jumeau obèse qu'on va transférer chez ces souris sans germes. Et vous voyez la souris rouge, elle a reçu le microbiote du jumeau obèse, elle va développer une obésité, alors que la bleue ne va pas développer d'obésité. Encore une fois, avec toutes les précautions, elle va avoir une susceptibilité à la prise de poids. Mais la bonne idée de cette manip, ça a été de mettre la souris rouge et la souris bleue dans la même cage. Et qu'est-ce que font les souris? Elles sont coprophages. Donc en fait, elles vont partager leur microbiote. Et ce qu'ont montré ses collègues, c'est que la souris rouge va s'améliorer en fait, d'un point de vue métabolique. Alors ça encore, on parlait de révolution, c'est encore une petite révolution, mais ça marche que si les animaux consomment une alimentation riche en graisse pauvre en graisse et riche en fibres. Et ça, pour moi, c'est une expérience assez clé qui montre bien l'interaction entre l'environnement nutritionnel, la facilitation à potentiellement transmettre, en fait, changer le phénotype en fait, des animaux. Si vous les nourrissez avec une alimentation riche en graisse, ça ne marchera pas. Et donc, on voit bien l'interaction ici entre l'alimentation et les changements du microbiote.
Un concept un petit peu plus loin, rappelez-vous, dans l'introduction, je vous ai parlé de l'importance de l'inflammation, et en particulier de l'inflammation bas grade, dans les tissus, dans le foie, dans le muscle, dans le tissu adipeux, et donc dans l'altération en fait métabolique, dans le développement de l'obésité et du diabète. Oui, j'ai remis cette question parce que j'ai commencé le topo par est-ce que ce sont des maladies dites non communicantes, enfin pas transmises, là on a des exemples où il se passe quelque chose en termes de transmission, en tout cas par des germes, mais dans ce cas-là des germes commensaux. Dans les concepts importants, en fait, ce qui a été, encore une fois, les expériences chez la souris, c'était fait beaucoup par un collègue en Belgique, Patrice Cailly. Et donc, ce qu'a montré Patrice, c'est que quand on prend ces souris, on va les nourrir par un régime gras, on va changer, encore une fois, leur microbiote intestinal. Et le concept qu'il a développé, c'est que ça va modifier profondément la perméabilité de l'intestin. Et donc, ça va favoriser donc, le passage d'un certain nombre de facteurs, dont le lipopolysaccharide, qui est effectivement un des composants membranaires des bactéries Gram-. Et ça va aller activer un récepteur qui s'appelle TLR4, qui est à la surface des macrophages, qui circule dans le sang. Et en fait, nous, par le passé, on avait travaillé sur justement le passage de ces monocytes, plus exactement inflammatoires, dans le tissu adipeux en particulier, où ils deviennent des macrophages. Donc ça s'appelle l'endotoxémie métabolique. Et donc, ce concept-là a proposé qu'effectivement, lorsqu'on change notre alimentation, lorsqu'on a un régime gras, on va augmenter la perméabilité intestinale. Et donc, ces facteurs inflammatoires venant du microbiote vont passer donc, dans la circulation et altérer les organes, entraînant de l'inflammation et de la résistance à l'insuline. Alors, si on va dans une étape d'après sur un certain nombre de mécanismes, donc il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années. Finalement, on a parlé de la fermentation, en particulier venant des fibres, les acides gras à chaîne courte, qui vont agir sur des récepteurs couplés aux protéines G, et qui vont exercer des effets métaboliques extrêmement importants. Vous voyez une hormone ici qui s'appelle le glucagon-like peptide. C'est fabriqué en fait par l'intestin, en particulier par les cellules L du côlon, et donc ça va modifier en fait la fonction, ça va favoriser la sécrétion d'insuline. Donc on commence à toucher du doigt ici un premier élément mécanistique en lien avec notre métabolisme via en particulier les acides gras à chaîne courte. Deuxième aspect, vous avez parlé des acides biliaires. Philippe, tu as parlé des acides biliaires dans ta présentation. Mais là aussi, il y a certains acides biliaires vont agir sur certains récepteurs qui vont également avoir en fait, des effets métaboliques sur les tissus périphériques. Un autre exemple, des lipides. Et là aussi, on parle du LPS, des composants des membranes. Il y a probablement d'autres types de lipides de bactéries qui probablement passent encore une fois l'intestin et donc vont aller avoir des effets, en particulier sur la résistance à l'insuline. Puis je reviendrai sur certains métabolites tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on est en phase finalement d'un grand nombre de mécanismes acides gras à chaîne courte, qui ont des effets métaboliques, sensibilité à l'insuline, des effets anti-inflammatoires, même des effets sur la prise alimentaire. On parle beaucoup dans les médias de la relation intestin-cerveau. Mais en fait, effectivement, les bactéries elles-mêmes sont capables de fabriquer des hormones qui vont agir également sur le système neuronal et donc ça va influencer la prise alimentaire. Les acides biliaires, il y a aussi un élément très important dans les maladies métaboliques, ce qu'on appelle les acides aminés branchés. Et donc, les acides aminés branchés peuvent être fabriqués, ce sont des travaux de collègues au Danemark, qui peuvent être effectivement fabriqués par les bactéries qui vont jouer un rôle dans la résistance à l'insuline. Et je reviendrai sur le TMAO parce que c'est aussi un bon exemple. Donc finalement, on est en face d'un système, d'un écosystème. Également, il y a de très jolis travaux qui montrent que c'est influencé aussi par notre génétique, nos changements alimentaires, bien sûr l'exposition aux microbes, certains médicaments, et il n'y avait qu'un pas pour aller regarder ce qui se passe dans les pathologies. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a des changements du microbiote intestinal dans beaucoup de maladies aujourd'hui, de maladies chroniques. Et ici, on parle bien sûr de maladies inflammatoires de l'intestin, mais également de diabète de type 1 ou de type 2, de cancer du côlon, de maladies hépatiques, de maladies cardiovasculaires, de la dépression et de certains types d'allergies et même des pathologies rénales. Donc ça donne un peu le vertige
Parce que quand on voit ça, et en particulier en tant que médecin, on se dit c'est quand même peut-être un peu exagéré, il faut faire attention. Voilà, on parle beaucoup du microbiote. Et pourquoi on parle beaucoup du microbiote? Parce que justement, depuis à peu près une dizaine d'années, on a eu les outils pour aller regarder. Et au fond, c'est ça qui a quelque part, il y a eu l'expérience de transfert et puis les outils pour aller séquencer en fait le microbiote, qu'on peut séquencer de différentes façons avec des degrés de précision différents également. Alors effectivement, on parle beaucoup du séquençage 16S qui va regarder certains grands groupes, les PHILA, etc. Et puis il y a eu des consortiums dans le monde. Alors je vous ai parlé d'épidémies d'obésité et de maladies cardiovasculaires, il y a une épidémie de séquençage métagénomique dans le monde. Et donc, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, et effectivement, Philippe le mentionnait, donc je coordonne ce projet européen qui s'appelle Métacardis. Alors effectivement, qu'est-ce qui est fait? Là, je vais vous citer que des exemples de séquençage direct en fait, des gènes bactériens. Donc finalement, qu'est-ce qui est fait chez l'homme? C'est qu'à partir du microbiote, et en particulier des selles, en clair, on recrute des personnes ou des patients qui viennent à l'hôpital et donc on leur propose de faire un prélèvement de selles. Donc il y a un développement technologique extrêmement rapide. Et vous voyez, en fait, ce qu'on obtient, ce sont finalement des matrices, des grandes bases de données dans lesquelles on va avoir les gènes, la présence ou l'absence en fait de ces gènes. Alors vous voyez, on voit à 0,1 et tout ça. Les bioinformaticiens vont regrouper ces gènes, vont faire des petits sacs de gènes. Alors effectivement, plus on séquence, plus on trouve des gènes. Au début, les chercheurs de l'INRA, qui ont été pionniers en fait, dans ce domaine, ont trouvé 3,2 millions de gènes. Attention, on a 23 000 gènes, notre génome. 23 000 gènes, notre génome. Et là, je suis en train de vous parler de plus de 3 millions de gènes bactériens. Et en fait, maintenant, plus on séquence, plus on s'aperçoit qu'il y a encore plus, près de 10 millions de gènes bactériens. Voilà. Et en fait, on essaie de les regrouper pour former ce qu'on appelle des MGS, c'est-à-dire des espèces métagénomiques. Et là, il va falloir aller caractériser tout ça et annoter en fait, ces groupes de gènes. Donc, vous imaginez les discussions analytiques qui doivent être faites pour faire ces regroupements géniques. Mais ça donne de l'information importante parce que, Philippe, quand tu m'as proposé de parler, tu m'as dit il faut aller un peu plus loin que la description, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut dire des aspects plus fonctionnels. Ben oui, par ces connaissances de gènes, on peut aller faire des reconstructions métaboliques et finalement prédire, à partir de ces changements de gènes, quelles pourraient être les conséquences au niveau du métabolisme. Alors ces techniques-là ont été appliquées. Alors là, c'est des résultats par le CESES, mais je reviendrai sur le séquençage direct. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, quand on applique ces techniques de séquençage, alors là, il s'agit de populations, ce ne sont pas des patients, ce sont des populations générales. Première observation que je trouve particulièrement intéressante, c'est donc ça a été beaucoup cité, en fait, c'est que lorsqu'on compare des populations, vous voyez, en bleu, ce sont les Américains, et donc, en vert et en rouge, ce sont les Amérindiens et des gens du Malawi qui ne sont pas dénutris. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que la richesse du microbiote, d'abord, est diminuée très tôt, vous voyez, chez les Américains. Donc, extrêmement tôt, il y a une perte de richesse du microbiote. Et en fait, cette perte de richesse, on la retrouve en fait dans des populations générales de personnes qui ne sont pas malades. Et on estime, on pense que pour les études qu'on a faites, c'est peut-être entre 15 et 20% de la population. Deuxième observation intéressante, je vous ai dit tout à l'heure, les souris, attention, l'alimentation est importante. Oui, l'alimentation est importante parce que quand on compare des enfants venant du Burkina Faso non dénutris et des enfants européens, c'était des enfants italiens ici, et donc on s'aperçoit qu'il y a des différences considérables dans l'équipement bactérien. Et vous voyez qu'ici, les enfants du Burkina Faso ont plus de vert, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ici cette partie-là, en fait sont les Bacteroidetes et la partie ici rouge sont les firmicutes. Et vous voyez, c'est complètement changé chez les enfants européens avec un enrichissement en types de bactéries différentes. Et ce qui a été montré, c'est qu'une des caractéristiques importantes de ces enfants, enfin des différences importantes au niveau de leur alimentation, c'est le fait que les consommations de fibres
chez les enfants africains est extrêmement différente par rapport aux enfants européens et très tôt. Vous voyez qu'on est d'emblée chez les enfants européens, il y a une diminution de la consommation de fibres, 5-8 grammes ici et plus de 10 grammes chez les enfants africains. Donc on commence à toucher du doigt effectivement l'importance en fait des changements alimentaires. Et ça a été bien montré également par d'autres travaux issus de ces consortiums européens, en particulier coordonnés par Dushko-Ehrlich dans le programme METAIT. Ce qu'ils ont montré, c'est le fait qu'effectivement, dans cette salle, nous sommes différents par des types d'enrichissement de groupes bactériens, que ce soit les Bacteroides, les Prevotella et les Ruminococcus. Des personnes auront plus d'enrichissement de certains groupes, comme Ruminococcus en bleu ici, ou en Bacteroides en jaune ici. Alors ça, ce concept-là a été beaucoup discuté ensuite. Et il y a des gens qui ont dit « ouais, mais ces entérotypes, ça n'existe pas vraiment, c'est plus un continuum ». Mais en tout cas, ce qui a été montré peu de temps après, c'est encore une fois la relation avec l'alimentation. Donc si vous êtes plutôt un consommateur d'hydrates de carbone, vous allez avoir un enrichissement en Prevotella, et donc vous allez être dans l'entérotype 2, alors que si vous aimez la viande, la graisse, et ben, vous allez avoir un enrichissement en Bacteroides, et ça peut modifier le métabolisme. Observation à l'échelle des populations, qu'est-ce qui se passe chez les patients? Je reviens sur ce que je vous ai dit, on est en présence de maladies d'organes, maladies du tissu adipeux, du foie, des changements aussi, c'est extrêmement intéressant, c'est même l'inflammation, si vous voulez, va changer le tonus de vos neurones dans le contrôle de la prise alimentaire. Ça, c'est des choses également importantes, des modifications de l'épithélium. Et donc, les concepts aujourd'hui qui sont discutés dans les maladies métaboliques sont des changements de la composition du microbiote, de sa richesse, et puis le rôle de certains groupes bactériens. Cela va modifier la machinerie métabolique des bactéries et modifier ce certain métabolite. Là aussi, je reviendrai sur le TMAO, et conférer, effectivement, modifier les capacités d'extraction de l'énergie et donner des risques pour les maladies cardiovasculaires. Il y a un autre élément important, je vous ai parlé de l'inflammation et de l'immunité, des relations avec la résistance à l'insuline et du développement du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Alors, je voudrais revenir un instant sur la problématique de la richesse. Ce sont des données d'il y a quelques années. Effectivement, on voit que dans ces données, il semble que la perte de richesse du microbiote soit quelque chose de commun à différentes pathologies, qu'elles soient métaboliques, mais aussi inflammatoires intestinales. Et en fait, il y a un travail très récent qui est sorti dans Nature au mois de décembre, de collègues qui sont à Leuven en Belgique, qui a montré que cette perte de richesse qu'on calcule tout à l'heure par le comptage de gènes, rappelez-vous la grande matrice, on compte les gènes et effectivement, il y a des personnes qui ont une perte de richesse. En fait, ces collègues ont montré aussi la relation avec finalement le nombre de bactéries du microbiote. Donc il semble, alors je n'ose pas utiliser le terme de stérilisation, c'est un peu fort, mais en tout cas du nombre de populations bactériennes. Donc cette perte de richesse a l'air d'être une caractéristique intéressante. Et d'un point de vue aussi conceptuel, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on parle beaucoup des dangers de la perte de la diversité, et vous le savez, hein, dans l'habitat, dans les modèles, dans les différentes espèces, etc. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que cette perte de richesse qu'on peut avoir dans l'intestin ou même dans les bactéries de la bouche pourrait avoir un impact sur notre santé métabolique? Et j'ai tendance à croire que oui, basé sur un certain nombre d'observations. Les données de ces grands projets européens, comme METAIT, on a parlé de Microbes, qui était effectivement un consortium soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, ce que vous voyez effectivement quand vous comptez ces gènes et que vous regardez la richesse, une fraction de la population va avoir un appauvrissement de la richesse ou de la diversité du microbiote. Et ici, il s'agissait de personnes qui étaient en surpoids ou obèses. Alors, ce n'est pas seulement un changement du nombre de gènes, mais aussi un basculement des groupes bactériens. En d'autres termes, si on regarde ensuite les changements de certaines espèces associées à ces modifications de la richesse, on voit que chez des gens qui ont perdu cette richesse, il y a un enrichissement en certaines espèces bactériennes qui ont plutôt des propriétés pro-inflammatoires. Tiens donc, on va retrouver encore le LPS et le rôle de certains métaboliques. Et au contraire, quand on a une forte richesse, il y a un enrichissement en certaines bactéries anti-inflammatoires. Alors comment ça se traduit d'un point de vue clinique?
Eh bien, en fait, pour un clinicien, c'est super d'avoir un phénotype. On peut comparer. On peut comparer des gens qui ont un appauvrissement du microbiote et puis des gens qui ont un enrichissement du microbiote. Et en faisant cette comparaison, on s'est aperçu qu'effectivement, les personnes avec un appauvrissement du microbiote intestinal avaient plutôt des facteurs de risque métaboliques avec plutôt une élévation des lipides, ils étaient plus gras, une augmentation de la résistance à l'insuline et de l'inflammation bas grade. Et donc, encore une fois, oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire en fait des mécanismes par ces changements? Et ça, c'est ce qui a été fait dans la modélisation du microbiote par des bioinformaticiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous dit ce schéma compliqué, c'est que lorsqu'on a une perte de richesse de microbiote, je vous ai dit, on va favoriser certains germes au détriment d'autres, et donc ça va modifier les métabolites importants pour la santé métabolique, comme par exemple le butyrate ou le lactate. Ça va diminuer la proportion de bactéries importantes comme Akkermansia, Muciniphylla, mais j'y reviendrai. Ça va modifier la barrière du mucus, et ça va augmenter certaines bactéries comme les protéobactéries qui produisent du lipopolysaccharide. Alors dans l'introduction, je vous ai dit, bon, l'obésité progresse, on voit de plus en plus de formes sévères d'obésité, puis vous pourriez me dire, mais d'accord, mais alors la richesse dans ces populations, dans des formes d'obésité sévère? Eh bien, effectivement, si on regarde des patients qui sont suivis dans notre centre à la Pitié-Salpêtrière, qui ont vraiment des formes sévères d'obésité, on s'aperçoit que 75% d'entre eux ont une perte de richesse du microbiote. Vous voyez, on a l'impression qu'on voit une tendance, une gradation, ça c'est des données pas encore publiées, on voit une gradation en fait de la perte de richesse avec la sévérité de l'obésité. Alors est-ce que ça se traduit aussi par des changements cliniques? Effectivement, ces patients avec une perte de richesse, ces patients très obèses, on va retrouver ce qu'on a vu précédemment, vont avoir des formes plus graves de leur obésité avec des facteurs de risque métaboliques. Mais ils sont également, comme ils sont plus graves, ils ont plus de traitements. Enfin là, je fais une palissade, d'accord? Donc, ce qui a été montré également, et ça, en tant que clinicienne, c'est un point extrêmement important, c'est que ces patients ont plus de médicaments. Ils ont plus, par exemple, de metformine, qui est un traitement pour les personnes diabétiques dans la salle. C'est un traitement courant du diabète. Ils ont plus de certains médicaments qui eux-mêmes altèrent en fait le microbiote. Et ça a été montré par des collègues danois que ces médicaments peuvent aussi modifier en fait le profil du microbiote. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, chez ces personnes, on voit des réponses en fait différentes au traitement. Et on peut se poser la question des profils du microbiote et la réponse aux médicaments, avec parfois des diabètes peut-être pas très bien contrôlés parce qu'il y a des différences de profil du microbiote. En tout cas, un des médicaments du diabète, la metformine, a une action importante en fait également sur le microbiote. Alors lorsqu'on a ces données, on va chercher à caractériser ces signatures chez les patients. Et en fait, ce que vous voyez là, vous voyez des traits cliniques des patients, donc l'hémoglobine glyquée qui permet de regarder l'équilibre du diabète, les taux de triglycérides, de masse grasse, index de masse corporelle, la distribution de la graisse au niveau viscéral. Et vous voyez que lorsque, effectivement, on a une perte en bleu, c'est une diminution de bactéries également qui produisent du butyrate, mais au contraire, un enrichissement de certaines bactéries, ici comme Bacteroides vulgatus, qui est positivement corrélé à ces traits métaboliques détériorés. Et donc on peut aller plus loin en trouvant des groupes métagénomiques associés à la répartition des graisses au niveau abdominal, à la sévérité du diabète. Encore une fois, peut-on aller plus loin d'un point de vue fonctionnel, à la fois par la modélisation dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi par le dosage des métabolites. On s'aperçoit que certains métabolites sont associés à cette perte de richesse. Et parmi ces métabolites, il y en a un qui s'appelle l'hypurate, qui est, vous voyez, positivement corrélé à la perte de richesse, et il a été montré que, au contraire, la diminution de l'hypurate était fréquemment rencontrée dans ces maladies chroniques. Il y a des travaux maintenant qui sont en cours de publication qui montrent l'effet de cette molécule particulière, l'hypurate, sur des voies de la sensibilité à l'insuline. Donc là, on commence à voir cet écosystème bactérien, ces groupes de bactéries associés à des traits cliniques de détérioration de l'état métabolique, et puis ensuite, finalement, les produits issus de leur fabrication, comme par exemple l'hypurate, mais également d'autres. Alors, comme on arrive près de certains groupes bactériens, il y a des bactéries stars.
Et parmi les bactéries stars, il y en a une qui s'appelle Akkermansia mucinifila. Donc la question qu'on peut se poser, je vais vous expliquer cette histoire. Akkermansia mucinifila, c'est une bactérie intéressante, vous allez voir, pour plusieurs raisons, mais est-ce que la perte de richesse peut, finalement, on peut avoir de l'Akkermansia mucinifila dans son intestin, mais un microbiote peut-être un peu appauvri, est-ce que ça peut troubler, en fait, le rôle d'Akkermansia mucinifila? Je m'explique. Donc, Patrice Cagny, toujours en Belgique, il a identifié il y a quelques années cette bactérie qui s'appelle Akkermansia mucinifila, et donc avec également d'autres collègues. Et donc, il a montré que lorsqu'on donnait Akkermansia mucinifila, ce qu'on voit ici chez des petites souris, vous voyez, il a nourri des souris sous régime gras, a donné Akkermansia mucinifila, et donc ces souris baissent leur masse grasse, améliorent leur glycémie, diminue le LPS, l'inflammation, et puis ce qu'a montré Patrice par beaucoup d'expériences, c'est que effectivement la barrière intestinale ici est renforcée, il y a plus de mucus, et donc l'intestin joue son rôle. Donc c'est assez intéressant, c'est une candidate, une bactérie candidate, et il a ensuite publié en début d'année dernière un travail qui montre que dans la membrane d'Akkermansia mucinifila, il y a une protéine, si on la donne, enfin il a extrait cette protéine, si on la donne pareil à ces souris, elles vont améliorer en tout cas une partie également de leur métabolisme. Donc ce que dit Patrice, bon ben voilà, très intéressant Akkermansia mucinifila, parce que quand elle est augmentée, ça, encore une fois, ça va renforcer cette épaisseur ici du mucus, ça va rendre les jonctions intestinales serrées, il n'y aura plus d'augmentation de la perméabilité, et tout va bien, on améliore la stéatose hépatique, le foie gras, l'inflammation, le diabète de type 2. Et tout effectivement, vous voyez que c'est détérioré donc, dans l'obésité et le diabète. Donc, est-ce que ce serait le Graal, Akkermansia mucinifila? Est-ce qu'il suffirait de prendre Akkermansia mucinifila, de l'utiliser, et puis on va améliorer toutes les conditions métaboliques chez les patients? Alors, on est allé regarder chez les patients. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, chez les patients, il y avait des patients qui avaient beaucoup d'Akkermansia mucinifila et d'autres pas beaucoup d'Akkermansia mucinifila. Et quand on compare encore en clinique, on fait des comparaisons, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que les patients qui ont beaucoup d'Akkermansia mucinifila vont plutôt avoir une amélioration de leur état métabolique. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est un réseau dans lequel on voit la taille adipocytaire. En fait, ils ont plutôt des adipocytes petits, et donc les cellules adipocytaires petites sont plutôt moins inflammatoires. Ils ont une diminution de leur glycémie et de leur résistance à l'insuline. Voilà, mais il y a des gens qui ont beaucoup d'Akkermansia mucinifila et d'autres pas beaucoup d'Akkermansia mucinifila. Mais je vous ai parlé de richesse aussi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quid des interactions entre la présence d'Akkermansia mucinifila et la richesse du microbiote intestinal. Et en fait, une façon de faire, c'est de comparer dans des cohortes, dans des groupes, les personnes avec beaucoup d'Akkermansia mucinifila, un microbiote appauvri ou riche, et puis des personnes avec pas beaucoup d'Akkermansia mucinifila, un microbiote appauvri ou riche. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est que les personnes qui ont le meilleur profil métabolique sont celles, en réalité, qui combinent beaucoup d'Akkermansia mucinifila ici et un microbiote riche. Et vous voyez que ces gens ont une diminution de la graisse viscérale, de la graisse gynoïde, du glucose et des triglycérides. Étape d'après, c'est là où on peut avoir des données intéressantes sur les approches métagénomiques. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en par ce schéma compliqué qui a été développé encore une fois par les collègues de l'INRA, mais ce que vous voyez ici, c'est que finalement, si on regarde l'abondance d'Akkermansia mucinifila, en fait, chaque colonne, c'est un patient, et en fait, chaque ligne, ici, c'est une espèce. Vous voyez, on dirait un code-barre. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que finalement, avec Akkermansia mucinifila qui est élevé ici, il y a des enrichissements d'autres espèces. Et finalement, l'enjeu, encore une fois, ce n'est pas un enjeu d'une bactérie, mais probablement d'un écosystème. Donc aujourd'hui, il y a des essais, donc en particulier en Belgique, pour tester le rôle. Vraiment, on est déjà à l'échelle de l'essai thérapeutique d'Akkermansia mucinifila. Personnellement, je pense qu'il faudra savoir l'état du profil des patients pour regarder l'efficacité, s'il y avait une efficacité chez l'homme. Vous voyez que ça va très vite parce que la découverte du rôle d'Akkermansia mucinifila, c'est 4-5 ans, et on est déjà en train de tester en fait, cette bactérie comme un probiotique de 3e génération. Donc ça nous amène à, finalement, on a parlé de l'altération, alors c'est ce thème de dysbiose. Peut-on réverser en fait cette dysbiose?
Donc on peut imaginer faire ça lors d'interventions nutritionnelles, de changement de probiotiques. Je viens de vous parler d'Akkermansia. Puis à l'hôpital, on voit des patients très obèses et qui vont aller vers la chirurgie de l'obésité. Alors là, je prends ma casquette de médecin et je me dis, bon, c'est compliqué, quoi. Donc on est en présence de gens des personnes qui ont un changement de diversité, plus ou moins riche à Akkermansia, mais il y a aussi d'autres bactéries qui ont des profils métabolomiques, et puis il y a le patient. Il y a son mode de vie, son alimentation, son exercice, ses facteurs inhérents à sa génétique, son âge, différents types de pathologies. Et puis on peut avoir un certain nombre d'outils, prébiotiques, probiotiques, probiotiques de 3e génération, suppléments alimentaires, transfert de microbiote, vous aurez peut-être des questions. Et puis, si ça marche, là aussi on touche du doigt en clinique comment on peut approcher en fait quelque part ce changement, l'importance du microbiote, cette causalité, et c'est bien difficile parce qu'on fait des observations. Et donc, si ça marche, on devrait voir des changements dans l'écosystème bactérien, changements dans la diversité, de l'abondance, mais les effets espérés, bien sûr, c'est l'amélioration métabolique des patients démontrée par ces changements. Alors effectivement, dans cet esprit, ce qu'on avait fait il y a quelques années, c'est de regarder, de faire une intervention nutritionnelle qui était au départ une sorte de preuve de concept. Et donc c'était une 50aine de personnes qui étaient en restriction calorique. Et le régime était un peu particulier. Je vous le montre tout de suite. Tiens. Le régime était un petit peu particulier. Voilà. Quand on fait de l'intervention nutritionnelle, en bleu, là, c'est ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'on va réduire les apports caloriques et puis, vous voyez, on va modifier les apports en lipides, en hydrates de carbone, en protéines. Et en fait, dans le régime qu'on a donné à ces patients, on leur a donné, je schématise un peu, mais du topinambour. En topinambour, pourquoi c'est intéressant? Parce que, je simplifie, mais c'est riche en inuline. Et l'inuline est un prébiotique. Donc, en fait, c'était une alimentation dans laquelle non seulement on modifiait les apports alimentaires, mais en fait, on enrichissait en fibres, en protéines, et on donnait des hydrates de carbone qui ne font pas beaucoup monter la glycémie, donc à faible index glycémique. Et en fait, sur ce schéma ici, qui paraît extrêmement simple comme ça, mais moi je pense qu'il dit beaucoup, c'est qu'on voyait, je vous ai dit, il y avait des personnes avec un microbiote riche ou appauvri, et puis vous voyez que chez les personnes qui avaient un microbiote appauvri, on augmentait la richesse sur une période courte de 6 semaines, c'est assez court. Et puis, après, ils sont en phase de stabilisation, on a l'impression que ça repart dans l'autre sens. Mais les gens qui avaient un microbiote riche, ils étaient riches. Et finalement, ils ne sont pas tellement modifiés lors de l'intervention nutritionnelle. L'autre observation, c'est que finalement, les personnes qui avaient un microbiote appauvri s'amélioraient, mais pas suffisamment pour atteindre le niveau de ceux qui avaient un microbiote riche. Comment ils se sont améliorés d'un point de vue clinique? En fait, quand on fait ce type d'intervention nutritionnelle, les patients améliorent leur résistance à l'insuline. Bon, ça, c'est un index de résistance à l'insuline, ça, c'en est un autre. Leur taux de triglycérides, leur inflammation. En fait, ceux qui avaient un microbiote appauvri s'amélioraient moins bien. Donc, en fait, ils amélioraient leur richesse, mais pas suffisamment. Et donc, ils avaient des améliorations, mais moindres que ceux qui avaient un microbiote enrichi dès le départ. Et donc, ça, pour moi, conceptuellement, c'est intéressant et ce sont des choses qu'on discute avec les gens qui traitent les données parce que la question qu'on peut se poser, c'est quoi l'équilibre du microbiote optimal, hein, le niveau de richesse qu'il faut considérer pour avoir une santé métabolique correcte. Je vais passer sur cette partie-là. Je reviens sur les fibres, parce que je voulais amener sur peut-être un lien avec ce que tu as présenté, Philippe, en particulier sur les aspects inflammatoires. En présence de ces fibres, effectivement, il va y avoir des effets importants, en particulier sur la barrière intestinale. Je vous ai parlé d'Akkermansia mucinifila. Sur la production de certaines immunoglobulines, dont les IgA, qui sont importants pour le maintien de l'homéostasie de l'intestin, pour la réparation intestinale, et aussi pour les phénomènes immuno-inflammatoires qui sont dans la barrière intestinale et qui sont assez clés, en fait, dans la réponse aux aliments. Et en particulier le rôle de ces cellules inflammatoires comme les Treg ou d'autres. Et ce que je voulais vous montrer, ça c'est des travaux qu'on a fait chez l'homme. Alors c'était assez lourd. Au cours en fait, des interventions de chirurgie de l'obésité chez l'homme, on peut avoir accès à du jéjunum, donc la partie haute de l'intestin, puisqu'en fait le chirurgien il met une partie à la poubelle. Et donc,
on a regardé chez des personnes obèses et non obèses leur équipement en cellules inflammatoires. Alors, on a regardé également leur intestin. Première chose, chez les personnes obèses, il y a une augmentation de la surface d'absorption intestinale. Bon, ça, c'était pas forcément une surprise. Ça a été regardé chez l'animal, mais pas forcément chez l'homme, mais on s'y attendait un petit peu. Mais surtout, il y a des changements, des remodelages importants de cellules de l'immunité innée adaptative, avec en particulier des changements de type de lymphocytes qui vont aller migrer vers la partie épithéliale. Et donc, ce qu'on a montré, c'est lorsqu'on prend en fait finalement ces différents facteurs inflammatoires, également ce que secrètent ces cellules, ça change aussi la réponse à l'insuline des cellules de l'intestin. Et donc, vous voyez, ce qu'on a vu, c'est des changements dans l'abondance de certaines cellules, comme les macrophages, les cellules NK, mais aussi ce type de lymphocytes ici, qui vont aller migrer vers l'épithélium intestinal. Et donc, on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, mais ce que nous voudrions savoir sont vraiment les interactions entre le microbiote intestinal et potentiellement l'appauvrissement du microbiote et ces changements immuno-inflammatoires dans l'intestin des personnes obèses. Donc vous voyez, c'est un élément supplémentaire parce que je vous ai parlé de l'inflammation du tissu adipeux, du foie, du muscle, mais l'inflammation de l'intestin est probablement également importante. Et donc ça va probablement également perturber en fait l'interaction microbiote-inflammation. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est forcément dans le sens alimentation, microbiote, inflammation. On peut tout à fait imaginer que ces changements c'est même très probable que ces changements immuno-inflammatoires endocontales vont modifier également le microbiote intestinal, entraînant ainsi un cercle vicieux. Donc, machinerie du microbiote, et j'ai abordé à plusieurs reprises le TMAO. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des bactéries stars, Akkermansia mucinifila, il y a des métabolites bactériens comme le TMAO. Alors, quand vous mangez une alimentation riche en fromage, en viande, vous allez fabriquer, vous allez manger d'abord de la L-carnitine, et vos bactéries, elles sont plutôt contentes, parce qu'elles vont produire, je ne sais pas si elles sont contentes, je n'aurais pas demandé d'ailleurs, mais elles vont utiliser en fait la L-carnitine pour fabriquer un gaz qui s'appelle le TMA, triméthylaminoxyde. Par le système porte, vous savez que l'intestin est drainé par le système porte, ça va au foie, et donc le foie va utiliser ce gaz avec une enzyme qui s'appelle la FMO et va fabriquer un métabolite qui s'appelle le TMAO, triméthylaminoxyde. Et ce qui a été montré par des collègues américains également, c'est que l'élévation du TMAO est associée à l'augmentation de risque de maladies cardiovasculaires. Et en fait, ils ont montré un effet du TMAO sur l'augmentation de la plaque athéromateuse. Donc, ils ont montré à la fois des effets cliniques, mais également dans des modèles animaux, ainsi que sur le rein, et en particulier sur la fibrose rénale. Donc vous voyez que dans ces phénomènes-là, on voit que certains métabolites également issus du rôle des bactéries en réponse à l'alimentation vont aller altérer les organes, ici le système vasculaire ou ici le rein. C'est aussi beaucoup discuté, parce que c'était fait aux États-Unis, mais on a un mode d'alimentation différent des Américains. Il y a beaucoup de discussions sur l'importance de ce métabolite aujourd'hui, mais je pense que c'est un bel exemple sur l'interaction entre l'alimentation, les bactéries et les risques cardiovasculaires. Alors évidemment, on a envie de regarder ce qui se passe chez des gens qui ont des alimentations différentes. Et en fait, les véganes, ils ne produisent pas de TMAO. Alors que lorsqu'on passe d'un vegan à... Alors je ne sais pas comment ils ont fait cette étude, en fait, parce qu'il y avait des patients qui étaient même passés de ta vegan à une augmentation plus omnivore, et donc ça fait augmenter le TMAO. Donc ça fait réfléchir sur la nutrition. Mais il y a plus que le TMAO, et c'est là d'où vient toute cette complexité. C'est que finalement, quand vous mangez, les bactéries vont fermenter des hydrates de carbone, vont fermenter des protéines, vont utiliser des lipides. Et en fait, ce que vous voyez sur ces schémas résumés en prenant finalement la sensibilité à l'insuline, rappelez-vous, la résistance à l'insuline est un facteur de risque de développement du diabète, et vous voyez qu'il y a des petites flèches oranges et en fait des flèches vertes. Et donc certains de ces facteurs vont favoriser la sensibilité à l'insuline et d'autres, au contraire, vont entraîner la résistance à l'insuline. Donc il y a des régulateurs positifs et des régulateurs négatifs. Et donc ça, c'est les facteurs métaboliques. Et je vous ai parlé aussi de l'immunité et vraiment ces interactions avec les cellules inflammatoires qui sont dans cette barrière intestinale
est probablement extrêmement importante. Je vous ai également parlé du problème des médicaments. Encore une fois, beaucoup de ces travaux, c'est toute la difficulté de ce qu'on voit chez l'animal et la transposition chez l'homme, parce que la corrélation, ce n'est pas la causation, mais la causalité. Mais j'ai envie de vous dire, en tant que clinicien, pour moi, ce n'est pas très grave, parce qu'on est en train de parler de maladies chroniques. Et en fait, dans cette maladie chronique, il y a finalement une relation permanente entre ces changements du microbiote intestinal et nos organes. Et donc, la question, c'est si cette chronicisation existe, comment rompre ce cercle vicieux entre les altérations du microbiote, qui ne sont pas forcément, enfin, qui peuvent être précoces, mais peut-être pas, induits par effectivement des changements environnementaux, et le maintien de la chronicisation de la maladie. Donc, vers quoi on est en train d'aller? Finalement, on est déjà très proche, au fond, d'avoir des marqueurs de la perte de diversité, ou au contraire de l'enrichissement. On a quand même des sacrés enjeux d'un point de vue de l'écosystème et de la fonctionnalité, démontrer en fait ces facteurs causaux. Et en tant que clinicien, la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Quels sont finalement les marqueurs diagnostiques ou prédicteurs des réponses? Rappelez-vous, je vous ai dit, voilà, les patients ont des trajectoires extrêmement différentes. Les réponses aux médicaments, c'est probablement un enjeu pour le futur. Et puis, quels seraient les traitements optimaux venant de la nutrition, d'effets de pré-probiotiques ou de combinaison, de modulation bactérienne, peut-être de transfert de microbiote. Mais si on pense que c'est important, il faut se dire, d'accord, mais chez qui? Quoi exactement? Pourquoi au fond, si on a d'autres traitements? Où agir et quand agir? Puisqu'en fait, ce que je vous ai dit en introduction, c'est que les patients ont différents phénotypes. Il y a des situations dans lesquelles on a un petit surpoids, mais on n'a pas de facteur métabolique. Donc peut-être que ce n'est pas très grave d'avoir un surpoids. Que donner? L'alimentation, les prébiotiques, les probiotiques, agir sur certains métaboliques, des combinaisons. Mais il ne faut pas négliger notre biologie et l'autre. Et encore une fois, rappelez-vous, je ne pense pas qu'Akkermansia mucinifila soit le microbiote de troisième génération miracle. On verra les données des études. Si je dis si Patrice n'est pas dans la salle, enfin, c'est filmé. Et donc, efficacité, oui, mais pour quel objectif? Où agir? Est-ce qu'on s'intéresse directement au microbiote, à la barrière de l'intestin, aux molécules qui vont être produites de cette machinerie métabolique, aux cibles, la combinaison, et surtout quand? Rappelez-vous quand je vous ai dit que ces personnes très obèses ont une perte, 75% d'entre elles ont une perte de la richesse et de la diversité, peut-être qu'on a déjà basculé. Comment les améliorer? Et est-ce qu'améliorer cette situation va améliorer les malades? Alors aujourd'hui, on touche du doigt par des modèles, en fait, connaissant la richesse du microbiote, les fonctions, certaines espèces, certains métaboliques, les facteurs environnementaux. Les bioinformaticiens peuvent, en fait, combiner ces informations. Ça, c'est un exemple. Ça s'appelle Casino Toolbox, rien à voir avec le grand magasin. Et donc, on combine ce type d'informations et on a fait un travail avec des collègues suédois pour montrer qu'en combinant ces informations, on peut proposer en fait, des modulations nutritionnelles pour rééquilibrer en fait, les productions métaboliques. Mais encore une fois, ce sont des preuves de concept et donc il faut beaucoup travailler là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste reprendre cette figure d'un collègue qui est à Amsterdam. Et en fait, il a repris un peu l'historique et en fait, finalement, le microbiote, ce n'est pas nouveau. Hein. 4e siècle, médecine traditionnelle chinoise ont donné la yellow soup à des gens qui étaient malades. Je vous laisse imaginer ce qu'est la yellow soup. Et donc, voilà, jusqu'à aujourd'hui, on discute effectivement d'intervention sur le microbiote. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Je vous ai parlé au départ de la génétique. Dans les années 80, j'ai eu la chance en fait de vivre cette période. On a cru qu'en séquençant les gènes, on allait trouver les causes des maladies. On voit bien que c'est plus complexe que ça. J'ai envie de dire qu'il faut la même prudence pour le microbiote parce qu'on a encore beaucoup à faire. On fait des observations, mais le passage chez l'homme, c'est un vrai enjeu. Et je vais terminer en vous disant que ce qui est intéressant pour un médecin, c'est, bon, bien sûr, c'est travailler en équipe, mais travailler en équipe multidisciplinaire avec des gens qui développent ces technologies pour comprendre, effectivement, caractériser le microbiote, et puis avec différents collègues dans le monde, en particulier au travers des programmes européens. Je vous remercie.